sur Radio Espace et sur Espace TV. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur notre antenne, sur nos antennes carrément, voilà, parce que vous nous écoutez sur Suite FM Guinée, sur Makona FM du côté de Guékédou. Vous nous regardez au Sénégal via Espace TV, enchaînement de réactions évidemment, d'acteurs politiques et sociaux. Nous allons partir sur le terrain avec Diba Milimono, il est en direct évidemment du côté de Dakar. Mon cher Diba, bonjour et bienvenue dans les grandes gueules ce matin, Diba Milimono. Voilà, le temps qu'il puisse rétablir évidemment la liaison pardon, du côté de Dakar, d'où nous attend donc Diba Milimono, mon cher Tamba. On va revenir sur cette actualité. Cette dame que nous allons avoir ce matin, Aminata Touré, ancienne Premier ministre quand même, il faut le rappeler. Désormais, vous dites opposante à Macky Sall. Et elle va pas du dos de la cuillère. Ce qu'elle a à dire, elle le dit avec un ton ferme. On sent la détermination, on sent l'engagement dans ce combat-là. Mais Lamine, j'aimerais dire, parce que c'est un peu ce que nous faisons depuis le début, nous faisons un peu de pédagogie pour expliquer que Diba est au Sénégal, non seulement pour avoir les acteurs de l'opposition, ceux de la société civile, mais aussi de la mouvance. Mais nous avons la même réalité qu'en Guinée apparemment. Côté présidence de la République, côté gouvernement, on peine justement à vouloir prendre la parole et à s'exprimer sur un sujet qui, c'est clair, hein, sur un sujet bien particulier. Maintenant, nous allons avoir la dame Aminata Touré. Diba hier, elle a été première ministre, aujourd'hui opposante à Macky Sall. À la différence, je disais, à la différence de Idrissa Seck, son propos est sans embâche. Idrissa Seck qui a non seulement compétit lors de la dernière présidentielle, il arrive deuxième, Sonko qui va suivre, mais plus tard, Idrissa Seck va rejoindre comment on appelle ça, il va rejoindre donc l'étable présidentielle, il va y être, ils vont aller ensemble sur de longues années, il va occuper des responsabilités notamment au niveau institutionnel, mais aujourd'hui il revient dans la scène comme opposant. C'est un peu un des opposants embusqués dans cette traversée de désert que Ousmane Sonko est là. On va donc avoir la dame sous peu. Voilà. Diba, bonjour et bienvenue, mon cher ami. Voilà, du côté de Dakar. Tu es en direct, mon cher Diba, bonjour. Voilà, on va revenir évidemment dans un instant. Le temps de rétablir cette liaison évidemment du côté de Dakar. Mon ami Ro, cette dame, Tamba le rappelait, voilà, je ne vais pas dire quel revirement, mais bon, quand on voit qu'on est sur le mauvais chemin, pourquoi pas prendre la bonne route, et ça c'est très important. Écoutez, vous avez peu de personnes qui décident de faire leur chemin. Et on en a vu ici chez nous du temps de Alpha Condé, quelques rares ministres qui ont accepté de s'éloigner. Ouais. On savait qu'elle a été élue députée dans le groupe de Macky Sall, mais à un moment donné, quand elle a vu que c'est pas ce qu'elle attendait, c'était pas dans les objectifs qu'elle s'était fixés au départ avec cette mouvance-là, elle a décidé de s'éloigner pratiquement et finalement elle a été déchue de ses fonctions de députée. Et là, elle a pris son chemin. Et désormais, elle s'oppose à Macky Sall. C'est une dame quand même qui a un background, qui est connue pour son franc-parler et pour sa ténacité par rapport à ses opinions. Et je pense que des personnalités de ce genre, on en a besoin en Afrique, des personnes qui se distinguent et qui se singularisent par rapport à une opinion déterminée, surtout par rapport à ce tournant décisif de l'histoire du Sénégal, qu'elle veuille prendre son destin en main et de s'opposer au régime de Macky Sall. Certains auraient décidé de rester tout simplement, de rester député et de profiter du pouvoir du moment. Mais là, elle a pris son destin en main, elle s'oppose carrément au régime de l'actuel président. Ce serait bien de la voir, de savoir réellement qu'est-ce qu'elle pense de la tournure des événements. Parce que comme Tamba le disait, on a écouté quand même Idrissa Seck qui dénonce un peu, qui fustige un
peu le comportement de Sonko, selon lui, qui se sert de la fougue de la jeunesse. Il fait un parallèle en disant que eux, dans leur jeunesse, ils se sont servis positivement de cette jeunesse-là. Ils n'ont pas été dans cette fougue pour commettre des erreurs. Ils ont positivé cette jeunesse pour arriver au pouvoir, comme il l'a dit avec Abdoulaye Wade à un moment donné. Voilà. Nous allons répartir encore une fois, évidemment, sur place, donc d'où nous attend Diba Milimono. Mon cher Diba, bonjour et bienvenue ce matin. Vous êtes avec Aminata Touré, ancienne première ministre. Hein, voilà, Diba Milimono, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Et effectivement, je suis avec l'ancienne première ministre du Sénégal, une icône ici. Elle a la voix qui porte au Sénégal, elle est très écoutée au sein de la classe politique également. Il faut rappeler qu'elle a été présidente du Conseil économique, social et environnemental. Elle était la tête de liste lors des législatives de 2022. Elle avait porté cette voix de Benno Bokk Yakaar, cette coalition qui soutient la candidature de Macky Sall à l'époque. Eh bien, elle a pu engranger la majorité avec 82 voix. Et après, on s'attendait quand même à ce qu'elle soit la présidente de l'Assemblée nationale contre toute attente. C'est Amadou Mame Diop qui a été choisi et depuis, des langues se sont déliées pour dire que ce choix était assez susceptible puisqu'on estimait que M. Diop était très proche de la famille de Macky Sall. Donc nous l'avons avec nous depuis elle a quitté la mouvance présidentielle. Elle fait son chemin. De liaison, mon cher Diba, voilà, avec vous. Hein, je pense qu'on va essayer de gérer tout ça avec la régie, hein, parce que ça s'entrecoupe. On va essayer de repartir encore une fois. Allez-y, mon cher Diba. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Voilà, donc nous avons déjà avec nous Madame Aminata Touré. Bonjour. Madame. Bonjour, je salue aussi vos téléspectateurs. Mon cher Diba, c'est un plaisir. Voilà. On a un petit souci de liaison, on va essayer de rétablir tout ça et revenir dans un instant. Le temps pour la technique évidemment de gérer tout ça et on va revenir du côté du Sénégal d'où nous attend donc Diba Milimono. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, direction Sénégal à Dakar d'où nous attend donc Diba Milimono. Mon cher Diba, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alors, les dieux de la com sont en fait avec nous. Nous sommes ici chez Madame Aminata Touré. Elle nous a reçus à son domicile ici à Dakar avec un vent qui souffle, un décor assez touchant et particulier. Madame la Première ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec grand plaisir. Je salue aussi tous les téléspectateurs de la Guinée qui est un pays frère du Sénégal, comme on le sait. Donc, vous l'avez compris, alors on va aller d'abord avec l'actualité. Ces dernières semaines, la ville s'est embrasée. On a vu des manifestants un peu partout avec les routes qui jonçaient de gros cailloux. Des voitures ont été incendiées, des dégâts matériels importants, mais aussi des cas de mort. On parle de près de 500 arrestations. Et vous avez été Premier ministre sous Macky Sall. Comment vous voyez tout cela, ce qui est en train de dérouler aujourd'hui? Je vois ça avec une grande désolation. J'ai été le ministre de la Justice du président Macky Sall. J'ai été son Premier ministre, j'ai dirigé le Conseil économique, social et environnemental, mais surtout j'ai dirigé la liste des élections législatives il y a moins d'un an, en juillet dernier. Pour rappel, j'étais aussi son directeur de cabinet de campagne en 2011 et à l'époque nous nous opposions avec une grande détermination au troisième mandat du président Abdoulaye Wade, avec des arguments voilà, très forts. On exigeait de lui le respect de la Constitution. Et aujourd'hui, c'est une grande déception de constater que le même président Macky Sall, candidat à l'époque, reprend quasiment les mêmes arguments du président Abdoulaye Wade pour essayer de faire un troisième mandat. Encore que sa position me paraît être encore plus désolante, puisque en 2016, il avait proposé au peuple sénégalais une révision constitutionnelle qui lui avait été accordée, puisque le oui avait triomphé à plus de 62%. Et cette réforme constitutionnelle consacrait un point important, notamment en l'article 27 de la Constitution, qui dit très clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ce n'est pas du français compliqué, franchement.
nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ce sera le cas du président Macky Sall. En février 2024, il aura fait 2 mandats, donc il lui est impossible de se présenter. C'est ça la toile de fond de tous les événements qui se passent aujourd'hui. Il ne veut pas de candidat qui puisse d'arriver à cette fin. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire, à mon avis, le procès de l'opposant Ousmane Sonko. Je veux rappeler à vos auditeurs qu'il était poursuivi pour 2 faits. Un fait de viol et de menace de mort. Le juge a écarté le viol et la menace de mort. En situation normale, il devrait rentrer chez lui. À la surprise générale, on a sorti l'accusation de corruption de la jeunesse, j'imagine corruption morale, et il a été condamné à 2 ans ferme. Ça n'a aucune logique judiciaire. Vous poursuivez les gens sur 2 faits. Si on rejette les 2 faits, il doit rentrer chez lui. Avant cela, il avait été poursuivi pour une accusation bidon de diffamation pour laquelle il était aussi condamné. Donc il y a un harcèlement judiciaire. Moi-même qui vous parle, je vous rappelle, j'ai dirigé la tête de liste de Benno Bokk Yakaar de l'époque. J'ai été expulsé illégalement de l'Assemblée nationale. C'est quand même du jamais vu. Tout simplement parce que je ne suis absolument pas d'accord pour que le président Macky Sall essaye d'avoir un 3e mandat. Nous étions ensemble avec lui il y a 10 ans. Nous avons manifesté à la place de l'Indépendance. Il y a eu des morts d'ailleurs également, une 12aine. Je ne peux absolument pas comprendre que 11 ans après, le même candidat Macky Sall devenu président puisse se présenter devant les Sénégalais et vouloir avoir un 3e mandat. C'est inacceptable. Voilà la toile de fond en fait. Ce qui justifie justement l'arrestation de plus de 500 manifestants, la fermeture du groupe Walfadjri qui a plus de 25 ans d'existence, l'emprisonnement de différents journalistes. On est en pleine régression démocratique et ça, évidemment, les démocrates ne peuvent pas l'accepter. Justement, vous l'avez compris, Lamine, il faut rappeler qu'elle était cette tête de liste lors des législatives de 2022 et donc elle avait donné la majorité à la coalition Benno Bokk Yakaar qui soutient la candidature de Macky Sall, mais contre toute attente, elle était pressentie comme étant la future présidente de l'Assemblée nationale. Mais contre toute attente, c'est Amadou Mame Diop qui a été choisi et beaucoup estiment que ce choix était subjectif puisque Diop serait proche de la famille de Macky Sall et ceux qui auraient dicté un peu ce choix-là. Donc depuis, elle a quitté cette mouvance présidentielle. Et donc la présidentielle s'annonce en 2024. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne connaît pas l'intention des acteurs sur l'espace politique, mais c'est quoi aujourd'hui? Nous apprenons qu'il y a peut-être un éventuel rapprochement entre vous et Sonko et peut-être une coalition, une alliance qui peut se former dans les jours à venir. Est-ce que vous le confirmez et qu'en est-il de votre candidature, vous, pour 2024? Moi, j'ai annoncé ma candidature depuis le 1er janvier 2023, très clairement. Je travaille à implanter justement mes comités de soutien à ma candidature. Je me prépare à la collecte du parrainage. Je travaille sur mon programme, on pourrait en parler. Mais en même temps, je défends la démocratie. Je suis pour qu'il y ait une participation inclusive de tous les candidats, y compris Ousmane Sonko. D'abord, nous sommes tous les deux contre le 3e mandat du président Macky Sall. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je considère qu'il doit participer à l'élection de 2024, puisqu'il y a tout un harcèlement judiciaire tenant à l'écarter de la compétition. Nous partageons ces préoccupations-là, notamment également la défense des libertés démocratiques, la libération des manifestants, l'arrêt de l'harcèlement des journalistes. Donc ça, nous avons ça en commun et nous sommes ensemble au sein de la plateforme de l'opposition et de la société civile qui s'appelle F24, Force 24, qui a eu à faire un immense rassemblement le 12 mai dernier et qui travaille justement sur ces questions-là. Actuellement, une attention particulière est portée à la question des tueries, puisqu'il y a eu 16 morts officiellement, selon le décompte du ministère de l'Intérieur. Mais Amnesty International parle de 23 morts et d'autres parlent de beaucoup d'autres, disons, personnes qui auraient perdu la vie.
puisqu'on n'est pas au bout du décompte. Et ça, c'est scandaleux. Il faut absolument une commission internationale. Le gouvernement s'est empressé de parler d'enquête pour noyer le poisson, au fond. Mais ce que F24 exige, justement, c'est une commission d'enquête totalement indépendante, y compris internationale, pour que les auteurs et surtout les commanditaires aussi soient traduits en justice. Donc nous partageons cette plateforme-là avec M. Ousmane Sonko et je suis pour une liberté de candidature et ensuite, voilà, les discussions se poursuivront en cas de deuxième tour. D'accord. Et vous l'avez compris, Lamine Guirassy déjà. Oui. Voilà, on va revenir avec vous évidemment le temps d'une pause. On revient évidemment pour continuer le débat avec Djiba Milimono et Madame Aminata Touré du côté de Dakar. On revient à midi pour la prolongation. La prolongation Moussa Yoruba, nous allons repartir sur le terrain évidemment d'où nous attendons. Djiba Milimono, Madame Hiro, vous avez l'antenne. Oui, Djiba, alors, on a écouté Madame Aminata Touré, très poignante sur son intervention, mais on voulait lui poser cette question. Comment elle a accueilli le fait d'être expulsée du Parlement alors qu'elle était cette tête de liste? Elle a réussi à engranger cette foule pour y parvenir. Comment l'a-t-elle accueilli? Est-ce que déjà le fait d'être distante de Macky Sall n'a pas elle n'a pas tendu la perche à ses députés qui l'ont expulsée, ou bien elle avait déjà senti cette volonté pour le président Macky Sall d'aller à ce troisième mandat? Voilà, allez-y. Voilà, bon, moi je suis restée constante, même en temps au sein de la majorité présidentielle, puisque le président lui-même avait annoncé qu'il ne faisait pas de troisième mandat. Je suis resté constante sur cette position. Quand il m'a mis tête de liste de Benno Bokk Yakaar, j'étais convaincu que voilà, il n'était pas question pour lui de faire un troisième mandat. Mais vous savez, les politiciens, nous avons aussi un troisième sens. Mais je suis moi allé jusqu'au bout de ma logique. Et c'est clair devant l'opinion que c'est le président Macky Sall qui, dans cette affaire, n'a pas tenu parole vis-à-vis du peuple sénégalais, mais également a agi tel qu'il a agi envers moi. En politique, disons, pour moi, ce qui est important, ce sont ses convictions. Il était plus facile pour moi, comme on le voit souvent en Afrique, d'épouser la position du chef. Voilà, tout ce que le chef veut, c'est bon, que ce soit en accord avec la Constitution ou pas, c'est pas grave. Bon, vous avez un poste, vous avez des avantages, vous distribuez de l'argent à vos militants et à vos parents et la vie est belle. Bon, ça, moi, c'est pas ma conception de la politique. Parce que j'étais aux Nations Unies, j'étais directeur, quand j'ai décidé d'accompagner un opposant. Il était opposant, lui, à l'époque. Donc, l'argument qui m'a poussé à l'accompagner, ce n'était pas la recherche d'un gain quelconque, c'était que je pensais qu'il avait justement la stature pour diriger le Sénégal dans le bon sens, que c'était un bon candidat et je l'ai accompagné. Tout au long de ces 11 années, avec des hauts et des bas, puisque bon, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, il a quand même accompli voilà, des choses intéressantes, importantes pour le Sénégal, sauf que sur la question du troisième mandat, malheureusement, comme on le voit beaucoup en Afrique de l'Ouest, nos chefs d'État finissent par se prendre pour des chefs tout court. Et en Afrique, bon, on doit rester au pouvoir. Vous étiez quand même Premier ministre. Ce n'est pas ma conception et je ne pensais pas que ça aurait été sa conception à lui. Voilà, vous allez-y. étiez quand même Premier ministre. Allez-y. Alors, madame, ça c'est une question qui revient permanemment. Quel crédit accorder à une opposante qui, jusque-là, a accompagné le président Macky Sall? Vous avez été ministre de la Justice, vous avez été première ministre, vous avez même été présidente d'une institution républicaine au Sénégal. Ça s'appelle le Conseil économique et social et environnemental du Sénégal. Aujourd'hui, on entend un autre discours qui flagelle plutôt Macky Sall. Est-ce que finalement ce n'est pas une logique revancharde qui anime la démarche qui est la vôtre ce matin? La deuxième question que je pose, c'est que est-ce qu'au moment où vous quittiez en 2020, vous perceviez déjà quelques indices de maintien du président Macky Sall à la tête de l'État sénégalais? Les grandes gueules. Alors, vous savez, comme
d'être d'accord avec le président Macky Sall. Je vous signale que de tout le parti et de la coalition, je suis la seule à être en désaccord. N'étant pas même président de l'Assemblée nationale, le même soir, il m'a offert voilà, un poste voilà, très important. Il aurait été tellement plus simple, comme on le voit partout en Afrique, d'accepter le poste, comme j'ai dit, et d'accepter les privilèges. Et en 2024, s'il passe ou s'il tombe, j'irai faire autre chose. C'est ce qu'on voit. C'est ça l'attitude de 99% des politiciens. Mais moi, je ne me perçois pas comme une politicienne de ce type. Je considère qu'il y a des convictions à défendre. Je suis peut-être voilà, pas aussi réaliste que certains pensent, mais je pense que l'Afrique a besoin de ça. Moi, je crois fondamentalement à la Constitution et à la démocratie. J'y crois. Voilà, ça c'est ma croyance. Ça n'a rien de revanchard, mais j'aurais pu rester dans la majorité et bénéficier des mêmes avantages. Et j'assume tout ce que j'ai eu à faire en tant que collaboratrice du président Macky Sall. Ça, je l'ai dit voilà, plusieurs fois et de manière constante. Et d'ailleurs, je dis qu'il a, sur beaucoup d'aspects, un bon bilan. Même si sur d'autres aspects, les choses sont en changé. L'implication de la famille dans la gestion des affaires publiques. D'ailleurs, étant à l'Assemblée nationale comme député simple, parce qu'avant qu'il ne m'expulse de l'Assemblée nationale, j'étais député non inscrit. J'ai quitté la majorité pour être député non inscrit. Mais bon, je crois qu'il ne supportait plus voilà, ma communication à partir de l'Assemblée, notamment quand j'ai déposé un projet de loi sur les incompatibilités familiales. Voilà, j'ai parlé de la proximité de l'actuel président de l'Assemblée nationale avec la famille, et j'ai dit que ça, ce n'était pas bon. Il fallait que les familles s'écartent, s'éloignent de la gestion du pouvoir. Ils pouvaient avoir un rôle de conseil, mais pas être impliqués, comme c'est le cas aujourd'hui, au premier plan. Ça, c'est mes positions. Elles n'ont rien de revanchard, parce que quitter la majorité pour aller dans l'opposition, c'est une position beaucoup plus difficile que de rester dans la majorité et bénéficier des avantages. À la soupe. Alors, l'autre question, est-ce qu'on ne prête pas peut-être des intentions à Macky Sall sans aucun indice? Est-ce qu'il y a des indices aujourd'hui qui peuvent amener l'opposition à penser qu'effectivement, il veut aller vers un troisième mandat? Est-ce qu'il y a des indices? Mais lui-même, il l'a dit sur une des chaînes françaises avec un de vos confrères français, que bon, selon les textes, il avait le droit de se présenter, qu'il aurait consulté le Conseil constitutionnel. Il l'a dit, hein, c'est dans un article d'un des journaux français, vous pouvez les consulter. Ce qui nous a vraiment étonnés, parce que moi, à l'époque, j'étais dans son parti, dans sa coalition, il n'en a jamais parlé. Il a toujours dit... je ne dis ni oui ni non sur une candidature en 2024. Ma compréhension, très honnêtement, quand j'étais là-bas, c'était que s'il annonce certainement qu'il n'est pas candidat, ce serait la débandade. Il ne pourrait plus rien gérer, chacun en ferait à sa tête, alors qu'il avait encore 2 ans à la tête de l'État. Voilà. Mais de plus en plus, il s'est avéré qu'il veut y aller, parce que le chemin du troisième mandat, tout le monde le connaît hein, en Afrique. Vous faites sortir vos jeunes qui parlent, oui, monsieur le président, ça vous, on est foutu. Ensuite, c'est les femmes, monsieur le président, vous êtes le sauveur de la nation. Ensuite, c'est vos sages, monsieur le président, c'est Dieu qui vous a mis ici, comme si Dieu n'avait pas mis votre prédécesseur ici avant. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, on investit dans tel village, après c'est dans tel arrondissement, ensuite dans telle commune. Et plus on s'approche, le président prend la parole, fait un espèce de congrès là, et dit à la demande générale, je ne peux que souscrire. C'est comme ça, hein, on l'a vu partout, hein, c'est ce qu'on voit partout. Et c'est ce qui est en train de se passer. Essayer de légitimer alors. Mais bien sûr, bien sûr. Alors que lui-même avait dit, après les élections municipales déjà en janvier dernier, qu'il allait se prononcer, on ne l'a pas entendu. Après les élections législatives, il a dit je vais me prononcer. Et moi, j'avais dit publiquement qu'il ne se prononcera pas. Il attendra le dernier moment pour essayer de faire un coup KO, mais ça n'existe plus. Alors, il y a quand même une information que moi j'ai reçue depuis hier. On estime qu'il y avait un deal entre vous et Macky Sall, notamment par rapport à la présidence de l'Assemblée nationale. Et la condition, c'était que vous donniez la majorité à la coalition Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée. Vous avez eu 4 voix sur 165, je pense. Et alors que les législatives antérieures, c'était 125 sièges. Et vous êtes arrivé à donner 82. Et donc, tout naturellement, le président Macky Sall a décidé, en raison de tout ça, de donner l'opportunité à Mame Diop de prendre la tête. Est-ce que ce deal-là a véritablement existé entre vous
Si oui, est-ce que ce n'est pas ce qui expliquerait un peu ce désamour aujourd'hui entre vous? Vous dites qu'il y a une frustration, il n'a pas respecté ses promesses, son engagement vis-à-vis de vous. Je reviens encore. Vous savez, par exemple, celui qui était le premier vice-président de l'Assemblée nationale a quitté l'Assemblée nationale pour aller ailleurs, sur un poste peut-être qui paye mieux. Les politiciens en Afrique, ce qui les motive pour l'essentiel, c'est l'appât du gain, c'est combien je gagne. Si je voulais avoir un deal confortable pour moi avec le président Macky Sall, croyez-moi, je l'aurais eu. J'ai dirigé toutes les opérations électorales du président Macky Sall depuis 2011 jusqu'en 2022. J'étais son directeur de cabinet de campagne déjà en 2011, je l'étais en 2019, j'étais son délégué national au parrainage, j'étais son représentant au Conseil constitutionnel, j'étais son délégué national pour les législatives et enfin j'ai dirigé sa liste aux élections législatives. Donc j'ai quand même une capacité politique à revendre si je voulais le faire en termes de privilèges. Ça c'est évident, ce n'est pas mon choix. Voilà, mon choix pour moi, c'est de faire respecter la démocratie. Il n'y a jamais eu de deal, Madame Touré. J'avais laissé mes privilèges aux Nations Unies pour l'accompagner quand il était opposant. Ça, c'est difficile à croire en Afrique, mais ça existe encore des politiciens qui pensent qu'il faut se battre pour des principes et pour la démocratie, et c'est ce qui est. D'accord. Oui, allez-y. Voilà, si vous permettez, l'autre question. C'est vrai que ce soit dans un français très simple, pas de plus de 2 mandats consécutifs. Mais aujourd'hui, quand on prend l'état actuel de la Constitution, il a évolué, je vais dire, elle a évolué la Constitution. Et Macky Sall, pour certains juristes, il a bien la possibilité aujourd'hui d'aller à un 2e mandat d'une nouvelle république depuis après le changement de la Constitution, madame. Non, il ne faut pas rentrer là. Ça, c'est très clair pour n'importe quel Sénégalais de base que Macky Sall ne peut pas faire 3 mandats. Lui-même, il l'a dit. Je peux vous sortir une vingtaine de vidéos en français, en wolof, toutes les langues qu'il comprend, lui, le président Macky Sall, où il a assuré que s'il est réélu en 2019, il ne sera pas candidat. Qui est mieux placé pour interpréter la Constitution que le chef de l'État? Je ne pense pas qu'il y a un juriste plus qualifié que lui, d'autant plus que c'est lui qui a fait la proposition de changement pour que ce soit très clair, pour que l'article 27 soit sans équivoque. C'est qu'entre-temps, il a changé d'avis, c'est tout. Mais ce n'est pas une histoire d'interprétation de la Constitution, ce n'est pas une histoire de juridisme, c'est parce qu'il veut continuer à rester à la tête du Sénégal. Et il le ferait de manière illégale et en violation totale de sa parole, puisque comme je l'ai dit, il y a plus d'une centaine de vidéos où il explique très clairement qu'il ne se présentera pas pour un 3e mandat. 2 questions rapidement. La première, il y a Oui. D'abord, c'est par rapport aux 2 ans. Si tu permets cette question pour elle, on sait qu'en 2012, Abdoulaye Wade, il a tenté le tout pour le tout, il a été vaincu dans les urnes, je veux dire. Est-ce que, vu qu'elle l'a côtoyé pendant toutes ces années, est-ce qu'elle pense que Macky Sall pourrait essayer de faire la même chose que Abdoulaye Wade, tenter de l'emporter ou d'être battu dans les urnes? Oui, il veut dans les urnes, définitivement. C'est ce qui explique sa volonté de se présenter en 2024, où il sera de toute façon battu. Mais il n'a même pas le droit de se présenter. C'est d'abord ça. On ne va même pas autoriser qu'il se présente à l'élection. Ce serait en violation de la Constitution. Bon, la question morale, on peut même la lui laisser, puisque chacun est comptable de sa propre morale. Mais la Constitution est très claire. Donc les démocrates aujourd'hui se battent pour sa non-participation. Ça, c'est très clair. Voilà. Alors, il y a une information aujourd'hui qui circule. Oui, Madame Hiro, oui. Mais le plus souvent, les présidents qui, en exercice, n'organisent pas les élections pour les perdre. À supposer que Macky Sall, aujourd'hui, qui est au pouvoir, décide d'organiser ces élections pour les gagner, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer? Ou bien, qu'est-ce que vous allez faire? Pour être debout, madame. Parce que c'est ce qui s'est passé. En 2000, je rappelle que c'est le président 2000, il y a déjà 23 ans. Le président Abdoulaye Wade, le président Abdou Diouf a organisé des élections qu'il a perdues face au président Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade, en 2012, comme président sortant, a organisé les élections, il les a perdues. Donc ça ne marche pas ça au Sénégal. Le système électoral
est blindé. Je rappelle même plus récemment, hein, nous avons perdu la capitale. Je dis nous parce que j'étais dans Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar a perdu la capitale. Nous avons perdu beaucoup de grandes villes. Le président, il se réveille à Dakar. S'il pouvait tout faire pour ne pas perdre Dakar, il l'aurait fait. Mais le système est incorruptible. Voilà. Mais lui-même ne participera même pas à ces élections-là. Il doit les organiser, c'est clair. Parce que moi, je considère qu'il doit être au pouvoir jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire en février 2024. Il organisera des élections et les Sénégalais se choisiront librement leur président. Alors, il y a, je voulais poser cette question sur 2 ans de plus supplémentaires. Nous apprenons qu'il y aurait des religieux qui ont commencé à démarcher, notamment le dialogue en cours aussi. C'est une façon aujourd'hui de trouver une solution, faire des calculs politiques pour l'accorder 2 ans supplémentaires. Est-ce que vous êtes au courant de cette information? Bon, moi j'ai donné ma position dès le lendemain où cette rumeur a été portée. On a entendu le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar dire qu'il n'y verrait aucun inconvénient, ce qui est quand même paradoxal parce que c'est un avocat, donc un juriste. Par quel artifice on passerait? On suspendrait la Constitution? Comment on le ferait? Il faudrait aller à un référendum pour ça. Ce n'est pas une loi quand même qui va reporter des élections. Et je suis tout à fait contre. Et la plupart des démocrates sont contre cela. Jusqu'ici, depuis l'existence du Sénégal souverain, on n'a jamais reporté des élections présidentielles. Ce serait déjà un échec suprême pour lui, le président Macky Sall. Mais ça ne se passera pas. D'ailleurs, 2 jours après la déclaration du président du groupe parlementaire, j'ai vu un communiqué de Benno Bokk Yakaar disant qu'eux, ils sont contre le report. Donc, à la bonne heure, on ira aux élections de février. Benno Bokk Yakaar peut se choisir un candidat, bien sûr. Mais ce candidat-là ne peut pas s'appeler Macky Sall. C'est la seule contrainte pour eux. Et voilà, le président Macky Sall sera président jusqu'en février. Encore que maintenant, même son autorité morale est sérieusement mise à mal avec 23 morts lors de manifestations. Ça, il doit rassembler ce qui lui reste, justement, voilà, en termes d'honorabilité, pour aller en février organiser des élections libres et se retirer tranquillement. Ok. Voilà, Madame Touré, vous le rappeliez vous-même tout de suite là, qu'en 2019, le président Macky Sall, il criait sur tous les toits qu'il n'allait pas se présenter pour de nouvelles élections. Vous qui l'avez côtoyé, vous avez quitté les droits de l'homme pour venir auprès de Macky Sall pendant 10 ans de collaboration. Qu'est-ce qui peut envoyer un homme comme Macky Sall, qui était doté d'une grande conviction, à changer du jour au lendemain et à vouloir se présenter ou briguer un 3e mandat? C'est une question très importante que vous me posez à laquelle je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il faut demander aux psychologues, aux psychanalystes, pour analyser quel est le rapport que les hommes africains ont avec le pouvoir. Bon, est-ce que c'est... Mais j'ai une petite réponse. Je pense que c'est l'hyper-présidentialisme. Ils ont le pouvoir pratiquement d'une bonne partie du pouvoir de Dieu entre les mains, puisque ici, le président de la République, il nomme aux fonctions civiles et militaires. Vous savez que c'est très important, les postes en Afrique. Il est le chef suprême des armées. Il est l'ordonnateur principal des dépenses, c'est-à-dire le budget voté à l'Assemblée nationale. C'est lui qui décide où ça va, etc., etc. Donc peut-être que ce pouvoir excessif, quelque part, bon, avec tout le respect que je dois à nos présidents, voilà, leur fait perdre un peu une partie d'eux-mêmes. Ils sont étouffés par leur propre pouvoir, au point de parfois déraisonner. C'est la seule explication que je peux avoir, mais moi j'ai connu un candidat Macky Sall plein de convictions, un démocrate, et c'est pour ça que moi je n'ai jamais envisagé que le président Macky Sall puisse penser un jour revenir devant les Sénégalais et leur dire je veux faire un 3e mandat. C'était du domaine de l'inimaginable. Alors, comment trouver une solution? C'est qu'il faut limiter considérablement, ou tout au moins mettre des garde-fous, pour que cela n'arrive plus. Parce que pour nous, les démocrates, c'est un recul, c'est une régression. De mener le même combat 10 ans plus tard, ce même combat-là qu'on avait mené contre le président Abdoulaye Wade. Donc, quelque part, nous avons manqué de vigilance. Et ça, il ne faut pas que ça nous arrive à nouveau. Il faut encadrer, il faut mettre des contre-pouvoirs, il faut garantir tous les accords. Et ça, il faut peut-être revenir aux assises qui ont été tenues il y a plusieurs années, où on parlait très sérieusement de mettre en place des mécanismes
de contrôle du pouvoir actuellement exorbitant du chef de l'État. Donc, en un mot comme en mille, je crois qu'ils sont étouffés par leur pouvoir et ils se perdent. Voilà, ils ne sont plus eux-mêmes. C'est comme ça que moi je vois les choses. D'accord. Alors, pour l'instant, en parlant de la présidentielle de 2024... je voulais juste placer cette question. Madame Touré, il y a quand même quelques points de similitude. Deux, en l'occurrence, entre vous et Idrissa Seck. Idrissa Seck qui a été Premier ministre comme vous. Idrissa Seck qui était jusqu'au 4 avril dernier président du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Et tout comme vous, désormais, il se pose en opposant à Macky Sall, se préparant à briguer la magistrature suprême au Sénégal. Dans une interview récente qu'il a accordée à RFI, il appelle, il distribue des responsabilités à chacun des deux acteurs de la dernière crise, à savoir Macky Sall, auquel il demande d'oublier son rêve de troisième mandat, mais aussi à Sonko. Sonko, il n'est pas assez tendre avec lui, il parle de lui comme quelqu'un qui déverse la jeunesse dans la rue pour semer le trouble. Vous avez certainement suivi cela. Deux questions, c'est ce que ça m'inspire ce matin. La première chose, comment vous lisez vous lisez Idrissa Seck, lui qui est quand même un des principaux acteurs de la vie politique au Sénégal. La deuxième question, est-ce que vous comprenez ce discours-là? Est-ce que vous partagez son point de vue, vous qui, jusque-là en tout cas, n'avez pas condamné les positions et les appels de l'opposant Ousmane Sonko? Par principe, je ne vais pas commenter les positions d'un autre acteur politique. Moi, je suggère que vous l'interviewiez directement, mais il y a une différence fondamentale entre lui et moi. Je vous signale que jusqu'en octobre 2020, c'est-à-dire de 2013 à 2020, M. Seck était dans l'opposition radicale au président Macky Sall. Donc, je vous suggère de faire quelques recherches. C'était son opposant le plus violent et le plus virulent. Il a décidé à un moment de le rejoindre en quittant l'opposition. Ça, c'est une différence fondamentale avec moi. C'est sur la constance de mes positions. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune similitude. Pour le reste, je lui laisse ses propos. Je ne les commente pas. Tout ce que je peux dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux positions. Ceux qui s'opposent au président Macky Sall à sa volonté de rester au-delà de 2024, ceux qui condamnent la sélection des candidats, ceux qui veulent la libération des prisonniers politiques, et l'autre camp, c'est le camp du président. Il n'y en a pas deux. Et il s'est matérialisé très simplement. Le président a appelé à son dialogue. Ceux qui pensent trouver une solution de compromis sont au dialogue. Ceux qui considèrent qu'il doit respecter la Constitution, qu'il doit autoriser tout le monde à concourir. Parce qu'il y a aussi quelque part, même si ce n'est pas dit, certains qui souhaiteraient qu'on élimine certains candidats pour capter leur électorat. Ça, ce n'est pas sérieux, à mon avis. Je considère que c'est aux Sénégalais de librement choisir qui ils voudraient comme président de la République et qu'on laisse le jeu, les règles du jeu, être des règles équitables pour tout le monde. Je rappelle que le président Macky Sall, à l'époque, il était opposant et candidat. Il a été convoqué au commissariat central pour des accusations de blanchiment. Si le président Abdoulaye Wade avait poursuivi sur cette voie, il l'aurait présenté devant un juge, il l'aurait mis sous mandat de dépôt, il n'aurait pas été président de la République. Voilà la différence. Aujourd'hui, il persécute des opposants. Moi-même, il arrache illégalement mon mandat de député parce que ce que je dis à l'Assemblée ne lui plaît pas, notamment la loi sur la famille, sur les incompatibilités familiales. Il pourchasse Ousmane Sonko, voilà. Il emprisonne les journalistes qu'il considère comme étant subversifs. Ça, c'est d'un autre âge, ça. Hein? Il ferme des stations de télé et de radio. Voilà la différence. Il y a deux camps aujourd'hui. Maintenant, ceux qui pensent se situer entre les deux, les Sénégalais sauront en tirer les conséquences. Alors Tamba, Zachary Milimono, sur votre question, aujourd'hui on a pu sillonner un peu les QG. Il y a un discours dominant concernant Idrissa Seck aujourd'hui. Beaucoup estiment, lui reprochent sa tortuosité. On estime que tantôt il est dans l'opposition, tantôt il est au niveau
de la mouvance présidentielle et tantôt il se positionne en médiateur. Donc beaucoup parlent d'inconstance de sa part, ce qui fait que pour aujourd'hui beaucoup d'observateurs, il y a aujourd'hui, je ne parlerai pas de divorce entre lui et les Dakarois, mais on n'arrive pas à cerner un peu sa position. C'est ce qui ne militerait pas aussi en sa faveur. Alors ma question c'est, il y a Sonko, la condamnation qui est là pour l'instant à l'état actuel. Il ne peut pas participer à la présidentielle de 2024. Vous avez Khalifa Sall qui se retrouve pratiquement dans la même position. Vous avez Karim Ouad aussi dans la même situation. Est-ce que, à votre avis, avec tout ceci, est-ce qu'on ne risquerait pas d'aller vers peut-être un syndrome gambien ou un nouveau visage, un homme qu'on ne connaît pas qui va sortir de nulle part et qui va s'emparer du pouvoir en 2024? Ça, Dieu seul sait. Mais ma position de principe est que les élections doivent être inclusives. Tout le monde doit participer aux élections, y compris Ousmane Sonko, comme je l'ai dit. Et à ce moment-là, tout le monde peut participer, sauf le président Macky Sall. C'est ça sa particularité à lui. Rien ne l'empêche de trouver un candidat dans son camp. Ça, c'est pas compliqué. Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont capables voilà, de le remplacer dans son camp. Et à ce moment-là, voilà, on ira vers des élections inclusives. Pourquoi je parle du fait qu'il avait été convoqué au commissariat? C'est parce que si le président Abdoulaye Wade lui avait appliqué le même remède qu'il est en train d'appliquer à ses opposants aujourd'hui, il n'aurait jamais été président de la République. C'est ça la réalité. C'est les faits. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus, vous l'avez compris, Lamine Guirassy, voilà. En direct de Dakar, évidemment. Alors, on revient un petit peu en Guinée avec notre invitée. Hein. Elle a été quand même Premier ministre. Quand on prend un petit peu le format, mon cher Diba, on se dirait ici, Madame Makale Traoré, entre autres. Hein, je prendrai un petit peu les formats comme ça. Est-ce que vous avez des amis en Guinée, politiquement parlé, avec qui vous êtes plus proche ici, Madame? Sans langue de bois, évidemment, on pose la question. On vous sait très direct, et cette question aussi elle est directe. Est-ce que vous avez peut-être, je ne vais pas dire une liaison pour ne pas interpréter autrement, mais est-ce que vous avez des approches avec certains politiques ici en Guinée? Oui, bien sûr, j'y ai même des frères. Et vous savez, Touré, c'est un nom sous-régional, hein? Donc on y a même des parents et de très vieux amis qui se reconnaîtront dans mes propos. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Est-ce que Makale, par exemple, Madame Makale, puisqu'il parle de Makale, vous connaissez, est-ce qu'il y a eu des échanges ou au-delà, Cellou Dalein Diallo, peut-être Sidi Touré et beaucoup d'autres? Ah ben, je connais beaucoup de politiciens guinéens, évidemment. Seydou Dalein, je le connais depuis très longtemps. D'abord, comme ancien Premier ministre lui-même, on s'est rencontrés dans beaucoup d'instances. Voilà, j'ai d'autres amis également que je connais très bien, avec qui j'ai partagé une longue tranche de vie. Comme j'ai dit, ils se reconnaissent, ils sont aux affaires. Et voilà, la Guinée et le Sénégal, forcément, voilà, on a des liens très étroits qui datent de très longtemps. Et puis moi-même, je suis une Touré, donc quelque part, je suis aussi un peu guinéenne. D'accord. Lamine, vous l'avez compris. Beaucoup plus de subtilité dans la réponse. Pour Madame Touré, avant, on voyait le président Macky Sall qui était autant convaincu qu'elle aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est aussi tellement convaincue, même l'assurance qu'elle a dans ses propos que Macky Sall ne se présentera pas pour un prochain mandat. Qu'est-ce qui peut garantir aujourd'hui les Sénégalais que Madame Touré, demain présidente du Sénégal, elle aussi ne serait pas tentée par des velléités de troisième mandat? Quelle assurance pour dire qu'aujourd'hui, Mme Touré peut faire la différence quand on sait que tous les politiciens, Abdoulaye Wade l'a fait, Macky Sall l'a fait, on a Alpha Condé sur la Guinée qui l'a fait, etc. Abdoul Diouf aussi. Qu'est-ce qui peut garantir que Mme Touré pourra faire la différence? Vous savez, les Anglais disent que la qualité du pudding, c'est leur gâteau, là. C'est quand on goûte pour savoir est-ce qu'il est bon ou pas. Vous ne pouvez pas regarder juste le gâteau comme ça, comme vous dites, et deviner s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Ben, je pense que ma posture actuelle donne un petit avant-goût de ce que je ferai. Comme j'ai dit, j'aurais pu, moi, suivre le mouvement, être avec le président. C'est le président qui distribue les pré-bandes, qui distribue l'argent, qui distribue les postes. Mais c'est une conviction forte qui fait que j'ai choisi d'être dans l'opposition. Donc c'est par conviction. Donc puisque je suis convaincu qu'il faut
juste 2 mandats pour le Sénégal, qu'il faut, comme j'ai dit, réformer. Parce que moi, je proposerais, si je suis élu président, la première chose à faire, c'est de réformer le système institutionnel et de mettre de véritables contre-pouvoirs pour contenir les pouvoirs du président de la République. Mais je considère que mon attitude actuelle donne un présage optimiste aux électeurs. Comment vous préparez-vous actuellement en termes d'implantation? Nous sommes à 8 mois de la présidentielle. Comment les choses s'organisent? Oui, bon, nous y sommes. Hein. Nos stratégies ne sont pas discutées publiquement, mais nous essayons de nous implanter sur l'ensemble du pays. Et rappelez-vous, j'étais au sein de l'APR pendant de nombreuses années. J'y compte aussi des amis. C'est aussi une stratégie. Et je considère qu'il y a beaucoup de responsables et d'amis qui sont sur les mêmes positions que moi, même s'ils ne les expriment pas publiquement pour l'instant. Et voilà comment nous le faisons. Nous comptons également aller à la rencontre des Sénégalais qui ne font pas de la politique. Je rappelle que 53% des électeurs ne sont pas allés aux urnes en juillet dernier. Voilà, c'est une masse de Sénégalais qui demandent à être convaincus et il faut aller les voir. C'est pour ça que dès que le président Macky Sall sera écarté du scrutin, les Sénégalais pourront écouter avec plus de sérénité les candidats, parler de leurs projets, parler de leurs propositions pour le Sénégal et ils feront un choix libre et surtout un choix informé. Alors, les deux sont lancés ici au Sénégal. Chacun affûte ses armes puisque nous sommes à 8 mois à la mine de la présidentielle. Merci beaucoup, Diba. Merci beaucoup, en tout cas, Mme Touré, d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin depuis Dakar. Un dernier mot peut-être. Merci à vous. Merci et bien des choses à tous les téléspectateurs et à tous les frères et sœurs guinéens. Merci et merci à vous, Lamine, et à toute l'équipe. Évidemment, sur place avec Keke Bangoura, mesdames et messieurs, nos envoyés spéciaux du côté de Dakar. Voilà, allez, c'est la fin de saison pour toi. Hein. Voilà, oui, mais peut-être que je m'intéressais à savoir Diba encore du côté de Dakar. Demain, nous aurons d'autres. Mais finalement, il est parti. Ouais. Donc, oui, demain, nous reviendrons certainement, nous repartirons à Dakar pour boucler cette semaine-là avec d'autres acteurs. Il se bat comme un beau diable. Bravo déjà pour ceux qui ont réussi. Mais il se bat comme un beau diable pour nous arracher un intervenant côté gouvernement, puisque c'est ce qu'il fait depuis qu'il a mis le pied à Dakar. Ça traînaille encore là-bas de ce côté, mais on va voir ce qu'il en est. Et ça, ce sera pour demain. Et oui, effectivement, c'est la fin des saisons pour moi. Ouais. Hein. Je sais que vous serez encore là demain. Mais je veux dire, la semaine prochaine. Ouais. Mais ça a été une saison particulièrement remuante. Ouais. Particulièrement remuante pour toute l'histoire que vous connaissez, les soubresauts qu'il y a eu, cette transition qui se mène, devoir la scruter au quotidien, Charles Reid qui a voulu nous mettre en prison, et tout ça, les ministres qui disent la vérité, et cet autre qui ment beaucoup. Il y a eu tout ça, les réactions auprès des... Oui, il y a un ministre, je crois que je vous l'ai dit, sur le cours de la saison, et quelqu'un l'a même surnommé Israël ment beaucoup, avec son patronyme joint à cela. Et donc, il y a eu tout ça, nos auditeurs, ceux qui nous sont d'une grande fidélité, d'un appui inégalé, inestimé. Eux également, à eux, je veux quand même dire merci pour le soutien. Et même dans le creux de la vague, Lamine, j'ai continué en tout cas pour ma part à recevoir pas mal d'encouragement de la part de nos auditeurs, de félicitations aussi. Mais c'est le lieu de remercier aussi les collègues avec lesquels nous préparons cette émission au quotidien, les chroniqueurs qui sont là. Certains à l'appel, c'est pas prévu, il suffit simplement de les appeler pour qu'ils s'amènent comme on dit. C'est beaucoup de privilèges de pouvoir travailler et de rendre service à la nation. Et on va se dire, en tout cas pour ma part,
à 2 mois, hein, c'est dans 2 mois. Septembre. En septembre, on se retrouvera certainement par la grâce de Dieu, si Dieu le souhaite, on se retrouvera. Voilà. Un petit son en Europe, ça fait pas de mal. Hein. Ça fait pas de mal, évidemment, surtout. Hein, c'est très important, mon cher Tamba, évidemment. On va se retrouver le 4 septembre. Exactement. C'est ça, le 4 septembre. Le 4 septembre prochain. Voilà. Merci beaucoup, Tamba. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Demain, évidemment, c'est l'équipe junior que vous allez retrouver, mesdames et messieurs, le Before de GG, avec, voilà, pour votre plaisir, évidemment, avec toute l'équipe. Merci à vous tous. Abdourad Dramé a réalisé l'émission. À 15h, vous avez accès à votre émission. Les informés, les têtes brûlées, je les appelle comme ça, avec l'équipe de Kernoma Duba. Nous, on se reprend lundi pour continuer et pour, évidemment, finir la saison avec vous. Prenez soin de vous. Au revoir.